Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment protéger son dos. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Si vous nous regardez en direct, eh bien, vous aurez la possibilité à la fin d'allumer vos micros et de poser vos questions à Frédéric, notre intervenant du jour. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, eh bien, sachez que en vous inscrivant sur movadom.eventbrite.com, vous pouvez nous retrouver en direct lors de nos visioconférences et puis avoir ce petit avantage de pouvoir interagir et poser vos questions. Si vous avez la moindre question, je vous donnerai l'adresse mail à la fin de la visioconférence. Et en attendant, je vais me présenter. Je suis Pascal, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions, résoudre les éventuels problèmes techniques. Si vous avez des questions donc en direct, vous les posez dans la barre de conversation ou alors vous les notez pour la fin. Et si c'est pertinent, bah, j'interromprai Frédéric pour poser les questions. Sinon, on interagira à la fin de la présentation. Frédéric, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter rapidement et puis nous expliquer comment protéger son dos. Avec plaisir, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric, je suis kinésithérapeute en région Île-de-France. Et je m'intéresse depuis quelques temps à la prévention, que ce soit la prévention en santé publique, notamment la prévention des chutes auprès des seniors, mais également la prévention des TMS en entreprise. Donc, les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Alors aujourd'hui, on va parler des troubles musculo-squelettiques et plus particulièrement du dos. Ce ne sera pas forcément en entreprise, mais je vous avoue que la démarche est quand même très similaire. Allez, c'est parti. Donc, alors ça, j'ai voulu déjà rendre hommage à Pascal. Ça, c'est une photo de Pascal de dos. Il voulait pas, il est assez pudique, il voulait pas vous la montrer, mais j'ai trouvé que c'était, pour introduire cette présentation, c'était pas mal du tout. Voilà. Merci, merci. Alors, je pense que déjà, pour parler protéger son dos, pour parler d'éducation thérapeutique, puisque ça s'appelle comme ça, c'était important de faire un petit rappel anatomique. Donc, le dos, ça c'est le terme commun. En langage plus scientifique, on va appeler ça le rachis ou la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale ou le rachis, c'est un ensemble de 24 vertèbres qui sont superposées les unes sur les autres, qui sont articulées entre elles et qui reposent sur le sacrum, c'est la partie que vous voyez tout en bas. Et le sacrum, lui, est articulé, il fait partie du bassin. Chaque vertèbre, elle est constituée d'un corps vertébral. Voilà. Chaque vertèbre est constituée d'un corps vertébral. Donc le corps vertébral, c'est la partie que vous avez à l'avant de la vertèbre. En schématisant un petit peu, c'est comme un gros os rond et épais. À l'arrière de cet os rond et épais, vous avez les deux arcs postérieurs de la vertèbre qui vont venir se fixer sur le corps vertébral. Et à l'intérieur de cet arc postérieur, vous avez la moelle épinière qui chemine. Donc la moelle épinière, elle chemine depuis cette partie-là au niveau de l'occiput et elle descend. Alors elle descend pas tout à fait jusqu'en bas. Elle s'arrête au niveau de L1, L2 qui sont la première vertèbre lombaire et la deuxième vertèbre lombaire. Et elle se termine dans ce qu'on appelle une queue de cheval, c'est-à-dire que ce sont des filaments qui descendent jusqu'au bout du sacrum, jusqu'au coccyx, mais c'est plus véritablement une moelle épinière à part entière. Vous pouvez remarquer que le rachis, la colonne vertébrale, elle va être divisée en trois parties. Vous avez tout d'abord en haut une partie qui est ce qu'on appelle l'étage cervical, qui est composé de 7 vertèbres. En dessous, vous avez 12 vertèbres qui vont être les vertèbres qu'on appelle thoraciques. Et pour finir, dans le bas de la colonne, vous avez 5 vertèbres qui sont les vertèbres lombaires. Vous remarquerez que
là, sur la première, là où j'ai ma petite souris là, qui se déplace sur l'écran, ma petite flèche, vous remarquerez que sur une vue sagittale de la colonne vertébrale, vous avez la colonne n'est pas droite. Alors, à l'origine, chez nos lointains ancêtres, elle était droite, puisqu'en fait, on se déplaçait à quatre pattes. Cette courbure de colonne, on l'a récupérée depuis qu'on a récupéré la station debout. C'est-à-dire que avant, c'était complètement droit. Si vous regardez votre chat ou votre chien, par exemple, je crois que c'est Cathy, c'est ça, hein, comment est-ce qu'il s'appelle son chien? C'est Rusty. Rusty. Et ben Rusty, en fait, sa colonne, elle est complètement droite parce qu'il ne tient pas debout. Nous, on tient debout, donc on a une colonne avec des courbures. La courbure qui se trouve au niveau de l'étage cervical, elle est dans le même sens que la courbure que vous retrouvez au niveau de l'étage lombaire. C'est ce qu'on appelle une lordose, c'est-à-dire que c'est concave vers l'arrière. Au niveau thoracique, on a ce qu'on appelle une syphose, c'est-à-dire que c'est concave en avant. Ça s'explique très bien parce qu'en fait, au niveau thoracique, vous avez trois gros organes qui prennent beaucoup de place, qui sont les deux poumons et le cœur. Donc, il faut de la place pour caser tout ça. Si on revient sur notre canal vertébral et sur une vue un peu plus précise de deux vertèbres là, qu'on a sur la droite, vous remarquerez qu'entre les deux vertèbres, on a un espèce de petit coussinet rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle le disque intervertébral. Donc, vous en avez quasiment à tous les étages, sauf sur les deux premiers étages des vertèbres cervicales. Entre la première vertèbre et la deuxième vertèbre, vous n'avez pas de disque intervertébral. Après, vous en avez sur tous les étages. Donc, ce disque intervertébral, il a deux rôles. Il est à la fois il sert d'articulation, en fait, il va servir d'articulation entre les deux vertèbres, et en même temps, il va également servir d'amortisseur. Ce disque, il est composé de deux parties. Vous avez une partie périphérique qui est fibreuse. La meilleure image que je peux vous donner, c'est d'imaginer que votre disque, vos disques intervertébraux, ils ressemblent à des 33 tours ou à des 45 tours. C'est-à-dire que la partie fibreuse, c'est tout ce qui se trouve autour, là où on a les sillons, donc vraiment le vinyle. Et au milieu, vous avez une partie gélatineuse, une partie liquide. C'est là où on avait écrit Michel Sardou, Les Lacs du Connemara, enfin voilà, l'artiste et le nom de la chanson. Ça, c'est la partie liquide du disque. Qu'est-ce que je voulais rajouter à propos de ça? Si, les deux vertèbres, enfin chaque vertèbre, elles vont s'articuler avec donc la vertèbre du dessus et la vertèbre du dessous. Elles vont s'articuler à la fois au niveau du disque intervertébral et également sur la partie postérieure de la vertèbre, au niveau de l'arc postérieur de la vertèbre, vous avez ce qu'on appelle les facettes articulaires. Donc vous avez deux facettes articulaires sur le dessus qui correspondent avec les deux facettes articulaires inférieures de la vertèbre du dessus. Ces deux facettes articulaires, enfin ces facettes articulaires, elles servent à la fois d'articulation entre les vertèbres, mais également elles vont limiter les mouvements des vertèbres entre elles. C'est-à-dire que quand vous êtes penché en arrière en appui sur vos facettes articulaires, vos deux vertèbres sont limitées en mouvement. Ça, c'est une notion qui est très importante à avoir parce qu'elle va avoir de l'importance sur ce qu'on va voir plus tard sur comment protéger son dos. Tu nous parlais Ouais. des vertèbres lombaires L1, L2. Les vertèbres, Ouais. elles ont tout un nom, une lettre, un nom. Ouais, alors Une lettre, ça un chiffre. c'est de la médecine et de la radiologie, hein. Elles ont Ouais. été numérotées. Donc, par exemple, vous avez 7 vertèbres cervicales. Donc, celles-là, on les appelle C1, C2, C3, C4, C5, C6, Donc C7. C1, c'est la plus haute et on descend. C'est la plus haute, voilà. D'accord. Et ensuite, vous avez donc vos vertèbres thoraciques. Alors, soit on dit soit thoracique, soit dorsale. Donc, pareil, T1, T2 jusqu'à T12, ou D1, D2 et jusqu'à D12. Et ensuite,
les vertèbres lombaires. Là, on parle de L1, L2, L3, L4, L5. Et les vertèbres lombaires, elles s'articulent avec le sacrum, qui se trouve ici, dans le bas. Et le sacrum, en fait, à l'origine, c'était des vertèbres, mais qui se sont soudées entre elles à partir du moment où on a acquis la position debout. Et là, on a 5 vertèbres sacrées, mais qui ne bougent plus, puisque chez nous, elles sont complètement soudées. Donc, vous voyez également que entre chaque vertèbre, donc là, vous voyez la moelle épinière qui chemine dans le canal rachidien, donc à l'arrière du corps vertébral, et vous voyez que au niveau de à la jonction entre deux vertèbres, pardon, vous avez un trou. Alors en langage scientifique, ça s'appelle un foramen. Et au niveau de ce foramen intervertébral, vous avez de chaque côté les racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière. Donc ces racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière, elles vont se rejoindre les unes avec les autres pour former des troncs nerveux. Ces racines nerveuses, on les identifie on les numérote en fonction de la vertèbre au niveau de laquelle elles sortent. Donc c'est par exemple la racine L4. La racine L4, c'est celle qui va sortir en dessous de la vertèbre L4, c'est celle qui va sortir entre L4 et L5. Voilà. Alors, ça, c'est l'ossature, c'est comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est le mât qui permet de tenir qui constitue votre dos, le rachis. Ensuite, pour pouvoir faire tenir tout ça, vous allez avoir besoin de haubans. Et les haubans qui vont tenir tout ça et qui vont vous permettre de bouger au niveau de votre rachis, au niveau de votre dos, ce sont les muscles. Là, je vous ai mis une diapo avec les principaux muscles, les gros muscles que vous allez pouvoir sentir même au niveau de votre rachis. Hein. Si vous mettez les mains dans le dos, si vous bougez, vous sentez qu'il y a des muscles différents qui s'activent en fonction des mouvements que vous allez faire. Là, vous avez les principaux grands muscles qui vont maintenir et en même temps vous permettre de bouger au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, ces muscles-là, ils vont vous permettre de tenir en position debout. Ils vont vous permettre de tenir en position assise. Ils vont permettre à votre colonne de garder sa forme d'origine. Alors, sa forme d'origine, je suis sûr que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, on leur a déjà dit « tiens-toi droit, pardon, garde ton dos droit, te penche pas en avant ». Ça, c'est une notion qui, aujourd'hui, il faut oublier. En fait, le principe, c'est pas de se tenir droit, c'est d'essayer de garder ce qu'on appelle les courbures physiologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette lordose au niveau cervical, cette syphose au niveau thoracique et cette lordose de nouveau au niveau lombaire. Ça sert à rien de vouloir avoir un dos droit parce que notre dos, cet empilement de vertèbres, il n'a pas du tout été conçu pour être droit. Il a été conçu pour avoir ces courbures physiologiques et c'est ces courbures physiologiques qu'il faut respecter si vous voulez protéger votre dos. Donc, ça, ce sont les grands muscles que vous avez à l'arrière qui tiennent votre dos. Vous avez tout un tas de petits muscles qui sont tendus entre chaque vertèbre. Ces petits muscles qui sont tendus entre chaque vertèbre, vous ne pouvez pas les contrôler de manière précise parce que ce sont des muscles qu'on appelle des muscles toniques, c'est-à-dire que ce sont des muscles qui sont contractés en permanence. Ils ont un pouvoir de contraction qui est très faible parce qu'ils sont très petits et leur rôle, c'est plutôt d'éviter que, si j'utilise un langage un petit peu plus imagé, on va dire, leur rôle, c'est d'éviter que vos vertèbres se déboîtent. Même si ce n'est pas possible, ils sont juste là pour assurer la stabilité forte de ces vertèbres. Ces muscles-là, les gros muscles que vous avez sur la diapo, donc ils vont vous permettre de tenir debout, ils vont vous permettre de tenir assis, ils vont également vous permettre de faire des mouvements de torsion au niveau du rachis, au niveau de la colonne vertébrale,
et des mouvements d'inclinaison. Je vais vous donner une petite précision au niveau de ces deux mouvements qui sont la torsion et l'inclinaison, que ce soit l'inclinaison sur les côtés ou l'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière. Il faut savoir que entre chaque vertèbre, si on prend deux vertèbres à chaque étage, on a un pouvoir de mouvement qui est extrêmement limité. C'est-à-dire que les amplitudes de mouvement entre deux vertèbres sont vraiment très très réduites. Quand vous arrivez à faire des grands mouvements avec votre colonne vertébrale, que ce soit vers l'avant, que ce soit vers l'arrière, que ce soit sur les côtés ou en rotation, en fait, ces mouvements-là, ce sont des sommes de petits mouvements à chaque étage vertébral. Alors, quels sont les risques que vous encourez en ne faisant pas attention, en ne protégeant pas votre dos? Encore une photo de moi en plein déménagement. C'est ça. C'est ça. Mais depuis, ça va beaucoup mieux parce que Ah tu as bah été oui, chez le kiné. oui. J'ai appris. Donc, vous voyez là, notre petit bonhomme, il n'a pas respecté ses courbures vertébrales. C'est-à-dire que si vous regardez plus précisément, ici, au niveau lombaire, il est parti dans le sens inverse de la courbure d'origine, de la courbure physiologique. Même chose au niveau de la partie dorsale, il a complètement aplati sa partie dorsale. Et alors, je pense que le mieux, c'est presque le rachis, où en fait, il est en hyper-extension, où là, il a carrément accentué sa courbure au niveau cervical. En fait, il faut les courbures, le but des courbures physiologiques, c'est de répartir de façon homogène les contraintes articulaires qui vont permettre au corps de dépenser un minimum d'énergie quand vous allez faire un mouvement. Au lieu d'avoir une dépense, une contrainte énorme au niveau, par exemple, ici lombaire, si ce petit bonhomme avait respecté ses courbures physiologiques pour faire son port de charge, il aurait réparti la contrainte de ce port de charge sur l'ensemble de sa colonne et pas uniquement sur sa partie lombaire. Si on accentue les courbures au niveau lombaire, vous voyez les 5 vertèbres qui sont en bas là. Donc, si on reprend le petit bonhomme qui est là, vous voyez, il a effacé cette courbure au niveau lombaire. De concave en arrière, elle est passée à plate, voire concave en avant. On va reprendre ce petit schéma-là. Ça, c'est 2 vertèbres que vous avez. Vu la courbure qu'il y a entre les deux, ce sont 2 vertèbres lombaires. Si vous effacez la courbure, qu'est-ce qui se passe? Si vous effacez la courbure, qu'est-ce qui va se passer? Vos vertèbres, vous allez mettre plus de poids, plus de contraintes sur l'avant de vos vertèbres. Donc, vous venez écraser le disque intervertébral qui se trouve entre les 2 vertèbres. Je vais vous donner une image que j'aime beaucoup utiliser dans mes formations avec des salariés. Vous êtes au McDonald's, vous avez un hamburger entre les mains. Le pain du haut, c'est une vertèbre, le pain du bas, c'est une autre vertèbre. Je vais même me mettre un peu comme ça. Entre les deux, vous avez le steak haché, la salade, la tomate, la sauce ketchup. Si vous appuyez plus d'un côté que de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous vous retrouvez avec le steak haché, la salade, les tomates sur les genoux et vous n'avez plus rien entre vos deux vertèbres. Eh bien, entre vos deux pains, pardon. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Si vous mettez trop de contraintes, trop de pression sur votre disque intervertébral, qu'est-ce qui se passe? Votre disque, il se fissure à la partie, donc la partie fibreuse va se fissurer et elle va laisser sortir la partie liquide que vous avez au milieu, le noyau du disque. Et ce noyau du disque, il va créer ce qu'on appelle une hernie discale, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va venir sortir, que ce soit en avant, en arrière, comme vous voulez, ou sur les côtés, il va venir sortir du disque et il va venir titiller la racine nerveuse que vous avez ici, et ça va vous créer une hernie discale. Donc ça, c'est la première contrainte, le premier risque que vous pouvez avoir. Ensuite, on va parler des torsions. Vous voyez là, ce monsieur,
il est en train de prendre un carton sur la palette qui se trouve ici et il va venir poser ce carton sur une autre palette qui se trouve juste à côté. Et il a trouvé plus simple de laisser ses pieds au sol et de tourner au niveau de sa colonne vertébrale, de faire un mouvement d'amplitude au niveau de grande amplitude au niveau de sa colonne, et donc de venir poser sa palette ici. Je vous ai dit au tout début qu'en fait, quand vous étiez en appui sur l'arrière de vos vertèbres, quand vous étiez en appui sur ce qu'on appelle les articulaires postérieurs, vos vertèbres, elles étaient limitées en mouvement. Donc là, ce monsieur, il est en appui sur ses articulaires postérieurs, ses vertèbres sont limitées en mouvement, et malgré ça, il va demander à sa colonne vertébrale de faire un effort important pour pouvoir se tourner et venir poser son carton sur la palette d'à côté. Ce mouvement de torsion, il faut absolument le proscrire quand vous avez quelque chose dans les bras, parce que votre corps n'est pas du tout prévu pour ça. Votre corps, il est prévu pour bouger plutôt d'un bloc. Quand vous voulez porter quelque chose et tourner en même temps, il vaut mieux que vous tourniez d'un bloc. Donc ce monsieur, le meilleur choix qu'il aurait dû faire, c'est surtout de lever ses pieds plutôt que de garder ses pieds immobiles au sol. Et alors, un risque qui aujourd'hui, à mon avis, est un des plus gros risques pour votre colonne vertébrale et si vous souhaitez protéger votre dos, la sédentarité. C'est-à-dire que ne pas bouger, rester toute la journée sur son canapé à regarder la télé, à regarder éventuellement les vidéos de Pascal, les visios de Movadom sur son fauteuil de bureau. Alors c'est très instructif. Heureusement, ça ne dure qu'1 heure, donc c'est parfait. Mais il faut absolument privilégier l'activité physique, bouger, vous activer, parce que c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et les problèmes que vous pouvez avoir au niveau de votre dos. Ça, c'est vraiment une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. La sédentarité, c'est à bannir tout de suite. Voilà. Alors, protéger son dos. Donc là, on va parler prévention. Je voulais juste faire un petit aparté, mettre une petite chose au clair. Cette visioconférence, elle est là uniquement à titre d'information. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, d'ailleurs je ne vous vois pas puisque je suis le seul à parler et à être en visio aujourd'hui. Je ne connais pas vos pathologies, les pathologies que vous avez déjà acquises. Je ne connais pas vos facteurs de risque, je ne connais pas vos limitations fonctionnelles. Ce que je vais vous présenter là, ce n'est absolument pas un catalogue de bons gestes et de bonnes postures, parce qu'on est tous différents et on ne peut pas appliquer les mêmes gestes et les mêmes postures, on ne peut pas les conseiller à tout le monde. Ce que je vous présente là, c'est une première approche. Si vous avez des besoins, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous le redirai tout à l'heure, mais je vous conseille de faire appel soit à votre médecin, soit à un kiné, soit un ostéopathe, soit éventuellement un coach sportif, hein, un enseignant en activité physique adaptée. Mais ce que je fais aujourd'hui, ce n'est qu'une information et le but n'est pas de vous donner, de faire une consultation, voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par déjà la première chose la plus importante et la plus facile à modifier chez vous, c'est comment est-ce qu'on doit faire pour porter une charge. Là, je vous ai mis, je voulais vous parler de la contrainte qui s'applique au niveau de votre colonne vertébrale en fonction de la manière dont vous allez vous positionner pour porter une charge. Sur cette petite diapositive, vous pouvez voir que on a une charge de 25 kg à lever et à déplacer. Sur la partie droite, qui se trouve en rouge, vous avez un opérateur qui va copieusement effacer, voire inverser ses courbures physiologiques au niveau du dos. Là, au niveau lombaire, il est passé carrément en syphose. Il est les genoux non pliés, les jambes bien tendues, la tête qui est bien penchée vers l'avant. La charge de 25 kg qu'il va devoir soulever avec ses bras, elle va en fait provoquer une contrainte sur ses vertèbres lombaires qui va correspondre à une charge de 375 kg.
Si vous adoptez une posture qui maintient, qui corrige, qui conserve vos courbures physiologiques au niveau de votre colonne vertébrale, cette charge de 25 kg, elle n'appliquera une contrainte que de 75 kg sur votre colonne, sur vos 5 vertèbres lombaires. Là, je crois que cet exemple, il est assez frappant et il est très parlant. Si vraiment vous ne respectez pas votre corps, si vous ne respectez pas votre dos, vous risquez vraiment de vous attirer ces foudres. En fait, à un moment donné, il va vous dire stop, j'en peux plus. Et c'est là que vont commencer les problèmes. Alors, là, on est sur les recommandations pour bien porter les bonnes recommandations pour un port de charge le plus économique et le plus efficient possible. Il faut savoir que déjà, plus vous allez vous retrouver proche de la charge, plus vous allez être efficace et moins vous allez dépenser d'énergie. Donc, tant qu'à faire, si vous pouvez, je vous conseille de mettre les 2 pieds de chaque côté de la charge, d'encadrer la charge avec vos pieds. Alors, la deuxième solution pour respecter respecter vos courbures au niveau de la colonne vertébrale, pardon, c'est déjà de garder le dos droit. Alors, droit, je vais changer, je vais dire respecter, conserver vos courbures, lordose lombaire, lordose cervicale, kyphos dorsale. Vous allez fléchir les genoux dans une limite raisonnable. Ça va vous permettre de garder vos courbures vertébrales, pardon. Il faut que vous utilisiez non pas la force de vos bras pour lever votre charge, mais en fait la force de vos jambes, parce que vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos mollets, ce sont les muscles qui sont les plus forts du corps. C'est eux qui vont vous permettre de soulever cette charge de 25 kg et pas du tout vos biceps. N'imaginez pas pouvoir plier vos bras et décoller la charge du sol. Et dernière recommandation, plus vous allez tenir la charge près du corps, moins vous aurez besoin de dépenser d'énergie et moins vous mettrez votre dos et ses muscles à contribution. C'est de la physique en fait, hein, pour ceux qui ont fait un petit peu de physique dans leurs jeunes années. Ici, on parle juste de bras de levier, tout simplement. Plus vous allez avoir un bras de levier court, moins vous allez avoir besoin de dépenser d'énergie. Non, pardon, moins vous allez avoir de contraintes sur votre corps, autant pour moi. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire également pour protéger votre dos? Je vais vous donner 4 recommandations, 4 positions, 4 astuces même, qui vont vous permettre de protéger votre dos. Toujours dans l'idée de conserver vos courbures physiologiques. Une des premières astuces, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la fente. La fente, tout simplement, c'est que vous allez mettre un pied en avant, un pied en arrière. Et ça, cette position-là, elle va justement utiliser les leviers musculaires. Et en utilisant les leviers musculaires, elle va vous permettre de maintenir votre courbure lombaire. Elle va également vous permettre d'abaisser votre centre de gravité. Si vous abaissez votre centre de gravité, vous avez une meilleure stabilité et donc vous avez besoin de dépenser moins d'énergie pour tenir en équilibre. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser, c'est l'astuce de la flexion des genoux. Alors, je vais devancer les questions ou les remarques Il y en a qui déjà seront une. sûrement faites et qui vont sûrement arriver. Oui, la flexion des genoux, ça fait mal aux genoux, on est bien d'accord. Maintenant, il faut, si on parle en économie et en efficience, c'est sûr que je ne vous conseille pas de rester dans cette position-là pendant une demi-heure. Là, on est d'accord, c'est absolument pas efficient et absolument pas économique. Clairement, vous allez vous créer des douleurs au niveau des genoux. Par contre, s'il s'agit, comme le montre, comme on l'a là sur la petite diapo, un monsieur qui vient chercher un plat dans un placard un peu bas,
il va rester dans cette position-là pendant 10 secondes. Et la contrainte qu'il va opérer au niveau de ses genoux pendant ces 10 secondes, elle est certainement moins dommageable, moins importante que s'il s'était penché en avant en gardant ses genoux droits. Donc, la flexion des genoux, elle est très intéressante. Elle permet également d'abaisser votre centre de gravité. Elle vous permet de conserver votre courbure lombaire. Mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Et si jamais elle est amenée à se répéter plusieurs fois dans un délai de temps assez rapproché, à ce moment-là, il faut que vous alterniez avec une autre position économique. Et cette autre position économique qui va toujours vous permettre de conserver une bonne courbure lombaire et une bonne courbure vertébrale, des courbures physiologiques en règle générale, c'est de mettre vos fesses en arrière, tout simplement. Alors, ça va très certainement à l'encontre de tout ce qu'on a pu vous apprendre, de peut-être même de ce que les rhumatologues ou vos médecins généralistes vous ont appris, c'est-à-dire qu'ils vous ont dit qu'il fallait garder le dos droit, rentrer les fesses, rentrer le ventre. Et ben, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Voilà. Je tape peut-être, je mets peut-être à mal une légende, mais clairement, si vous voulez protéger votre dos, il faut absolument pas rentrer les fesses et rentrer le ventre. Au contraire, il faut sortir les fesses. Et le fait de mettre les fesses en arrière, ça va vous permettre de garder une courbure lombaire qui soit physiologique. Et donc d'avoir vos vertèbres qui sont dans la bonne position pour pouvoir travailler sans se fatiguer et sans se mettre en danger. Donc là, vous voyez, si vous avez besoin de répéter une position, là, typiquement, par exemple, en jardinant, vous pouvez alterner entre fléchir les genoux et mettre les fesses en arrière. La dernière petite astuce que je peux vous conseiller pour protéger votre dos, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le balancier. Le balancier, vous allez vous mettre en équilibre sur une jambe, vous allez garder la jambe opposée tendue, ce qui va vous permettre de vous pencher en avant, de conserver vos courbures physiologiques au niveau du dos, et en même temps, d'aller ramasser un objet au sol, par exemple. En fait, là, le mouvement, il va juste se faire au niveau de votre hanche. Petite précision, attention à ceux qui ont des problèmes d'équilibre. Là, vous vous retrouvez avec un polygone de sustentation qui est extrêmement réduit. Rajoutez peut-être un point fixe au niveau de la main, de manière à ne pas vous retrouver par terre. Donc ça, ce sont les positions que vous pouvez adopter pour protéger votre dos. Je pense qu'il y a une chose importante. Alors ça, c'est un petit rébut que je vous ai fait. Ceux qui trouvent, si vous pouvez me le mettre en commentaire. Ouais, Pascal? Alors, on va laisser les gens Ouais, on va jouer laisser un peu, 30 mais je pense secondes. que je l'ai trouvé. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez souvent. C'est ça. Alors, une petite idée. Qu'est-ce que fait le première image? Le premier monsieur, il écoute. Il écoute quoi? Voilà, Gisèle, c'est ça. Bravo. On a une gagnante. Donc, écoutez votre corps. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Surtout, je vais dire, chez les générations passées. On a beaucoup trop demandé aux gens. Si je m'exprime un petit peu trivialement, c'était marche ou crève. Aujourd'hui, on est beaucoup moins dans cette dynamique-là, on est beaucoup moins dans cette optique-là. Voilà, il faut vraiment écouter votre corps parce que votre corps, c'est c'est votre tableau de bord. C'est-à-dire que c'est lui qui va pouvoir vous donner les informations. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? J'ai des tensions musculaires à cet endroit, donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, il y a quelque chose qui est bloqué. Je m'aperçois que j'ai une perte de force musculaire, je m'aperçois que j'ai une perte d'amplitude articulaire, je m'aperçois que j'ai des difficultés à faire les activités de la vie quotidienne que je faisais très facilement auparavant.
tout ça, ce sont des informations qu'il faut prendre en compte et, euh, et il faut s'y intéresser et surtout, il y a une chose que vous devez garder en mémoire, c'est que une fois que la douleur s'est installée, finalement, c'est trop tard. C'est-à-dire que la douleur au niveau d'un dysfonctionnement de votre corps, c'est la dernière étape. Une fois que la douleur est installée, c'est que vous avez raté tous les épisodes précédents et que vous auriez pu agir avant. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, toujours en prévention, pour justement protéger son dos? Déjà, premièrement, je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument éviter de ne pas bouger. Il faut que vous bougiez. Il faut éviter d'être sédentaire. Il faut éviter de garder la même position trop longtemps. Pour la bonne et simple raison, c'est que euh, vos muscles, vos articulations, vos os, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin d'être contraints, ils ont besoin de bouger, pour les os, pour les muscles, ils ont besoin de se contracter et de se détendre parce que ça va leur permettre d'être oxygénés, ça va leur permettre de libérer les toxines de la contraction et de les éliminer. Et surtout, la contrainte que vous allez pouvoir apporter sur ces différents organes que sont les muscles, les os, les ligaments, les articulations, les surfaces articulaires, et ben en fait, ça va permettre à votre corps de se régénérer. La régénération cellulaire au niveau du corps humain, elle ne se fait que si vous contraignez vos cellules. C'est-à-dire que si vos cellules, elles sont comprimées, détendues, elles vont fabriquer des nouvelles cellules. Si elles sont immobiles, elles ne bougent pas. Elles ne se régénèrent pas. Il n'y a pas de régénération cellulaire, ou alors c'est une régénération cellulaire qui se fait de manière beaucoup plus lente. Je vais répondre tout de suite à une interrogation ou à une question qui me sera faite tout à l'heure, parce que celle-là, j'en suis sûr. Oui, mais si j'ai mal. Alors, oui, mais si j'ai mal, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a peut-être même encore 5 ans, on vous aurait dit, oh là là, surtout, restez dans votre canapé, mettez une petite bouillotte de chaud, mettez une petite poche de froid avec des glaçons ou avec des petits pois, comme vous voulez, mais surtout ne bougez pas, attendez que ça passe, attendez que ça cicatrise. Aujourd'hui, on oublie. Le seul moyen pour que votre corps se régénère et votre corps se répare, entre guillemets, c'est de bouger. C'est-à-dire que si vous avez une douleur musculaire et que vous attendez que ça passe, ça ne passera pas. Si vous restez dans votre canapé, ça ne va pas passer. Pour pouvoir se réparer, votre muscle, il va avoir besoin de travailler, il va avoir besoin de se contracter, de se détendre pour qu'il récupère une fonction quasi normale. Donc, pour les gens qui ont des petites douleurs lombaires, qui ont des douleurs lombaires, qui ont du mal, voilà, en règle générale, on va appeler ça une lombalgie chronique, ben, moi, je vous invite à essayer de trouver une petite ceinture lombaire élastique qui va vous permettre de vous soulager, mais en même temps qui va vous permettre de bouger. Oubliez les ceintures qui sont les ceintures haut-bannées, là, qui prennent tout l'arrière du dos avec des baleines à l'intérieur. Ça vous empêche de bouger, c'est absolument pas une bonne idée. Pour pouvoir protéger son dos, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je vous ai montré que en plus du mât et de la structure osseuse, on avait énormément de muscles qui nous permettaient de bouger, qui nous permettaient de garder une position assise, debout. Ces muscles-là, il faut les renforcer. Et je vais prendre un parallèle que j'aime beaucoup aussi et que je fais souvent. Les sportifs de haut niveau, ils gagnent leur vie avec leur corps. Ils en sont tout à fait conscients. Ils s'entourent de toute une équipe autour d'eux qui va les aider, que ce soit coach sportif, kiné, ostéo, médecin, nutritionniste. Voilà, ils ont besoin d'être au top en permanence. Bah, finalement, nous, on a exactement les mêmes besoins. C'est-à-dire que si on veut avoir une vie sociale, une vie quotidienne, aller travailler, pouvoir profiter des siens, on a besoin d'avoir un corps qui est également à 100%. Allez, éventuellement 75, mais il faut qu'on puisse bouger. Or,
on n'a absolument personne qui s'occupe de nous. C'est-à-dire qu'on est vraiment livré à nous-mêmes. Et malheureusement, quand vous allez voir le médecin, le kiné, l'ostéo, bah, finalement, c'est parce que vous avez besoin de faire du curatif. C'est qu'il il y a déjà des problèmes qui se sont installés. Donc moi, je vous invite aujourd'hui à prendre en main votre corps, à prendre en main votre santé et essayer de vous faire une petite routine tous les jours, routine de renforcement musculaire, routine de gain d'amplitude, pour pouvoir conserver des muscles en bon état, des muscles qui soient fonctionnels et des articulations, des os qui soient aussi fonctionnels et qui aient des amplitudes maximales. Donc là, typiquement, renforcer les muscles au niveau du dos, il n'y a pas besoin de faire 50 exercices, il n'y a pas besoin de s'inscrire dans une salle de sport et d'aller pousser de la fonte. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le pont bustier ou le pont fessier. Là, vous allez renforcer tous les muscles qui se trouvent à l'arrière de votre dos, les muscles qui se trouvent à l'arrière de vos cuisses. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, ça tout le monde connaît, le gainage. Le gainage, vous allez renforcer même chose, les muscles qui se trouvent à l'intérieur de ce circuit fermé. Donc là, vous renforcez les abdos, vous renforcez les quadriceps. Et puis après, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai insisté sur la force au niveau des muscles des jambes. Cette force des muscles des jambes, vous pouvez l'entretenir. Tout simplement, vous faites des squats. Vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel. Si vous avez besoin de prendre, de charger un petit peu, d'augmenter la contrainte, bah, tout simplement, vous prenez une bouteille d'eau, vous prenez un sac dans lequel vous allez mettre 3, 4, 5 boîtes de conserve, et puis vous pouvez faire vos exercices à la maison. Là, on est sur du renforcement musculaire. Mobiliser, mobiliser c'est quoi? C'est entretenir vos amplitudes articulaires, faire des étirements, faire du stretching. Heu Vous voyez là, la photo de gauche, c'est du yoga. La photo de droite, on va allier le renforcement musculaire, le stretching, les étirements, c'est ce qu'on appelle le pilates. Je vais revenir juste 2 secondes, sur l'importance des étirements et sur l'importance du stretching. Heu, quand vos muscles se contractent, ils fabriquent, des déchets organiques qui sont les déchets de la contraction musculaire. Le fait d'étirer vos muscles, ça va leur permettre d'avoir une meilleure oxygénation et surtout, ça va leur permettre de récupérer leur longueur d'origine et de pouvoir se débarrasser de tous les déchets de la contraction musculaire qu'ils ont emmagasinés. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait des contractures musculaires dans le bas du dos. Et ben, en fait, bien souvent, les contractures musculaires, c'est exactement comme les crampes que vous pouvez avoir. Ce sont des phénomènes physiologiques qui sont, qui sont occasionnés par l'accumulation des déchets organiques de la contraction musculaire. Et ces déchets organiques de la contraction musculaire, ils vont empêcher la bonne libération des fibres musculaires et donc les fibres ne pourront pas récupérer leur longueur d'origine. La contracture musculaire, c'est un muscle qui a des fibres qui sont raccourcies et pourtant vous allez lui demander de faire le même travail que s'il avait sa longueur d'origine. Et ça, c'est pas possible et c'est la douleur que vous ressentez. Euh, la diapositive suivante. Alors, est-ce qu'il est judicieux de prendre des antalgiques pour pouvoir continuer à bouger? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'écouter son corps. Je pense que les antalgiques, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose que vous puissiez utiliser. Aujourd'hui, la douleur que vous ressentez, c'est une source d'information excellente. C'est une excellente source d'information. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de vous indiquer quel effort vous pouvez produire, jusqu'à quel niveau d'effort vous pouvez aller. Si la douleur est trop importante, une fois que vous avez fait par exemple des squats, ben, c'est que vous avez dépassé les capacités de votre corps. Donc, je pense que si vous pouvez vous passer des antalgiques, à mon avis, c'est mieux.
parce que d'autre part, l'antalgique va masquer la douleur, mais il ne va pas redonner à vos muscles, à vos articulations, une fonction correcte, une fonction physiologique. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez le moindre doute, si vous avez besoin du moindre conseil, il faut que vous vous adressiez à des professionnels du corps humain, à des professionnels du mouvement, à des professionnels des articulations, des professionnels des muscles, que ce soit un médecin, que ce soit un kinésithérapeute, que ce soit un ostéopathe. J'aurais pu rajouter un enseignant en activité physique adaptée. Tous ces gens-là, ils sont à même de vous proposer alors soit des soins, soit des programmes de renforcement ou d'étirement qui vont être adaptés à vos capacités et à ce que vous êtes capable de faire et également aux pathologies ou aux limitations fonctionnelles que vous avez déjà. Alors, je pense qu'avec cette diapositive-là, je vais me faire beaucoup d'amis. Si vous cherchez aujourd'hui sur Internet comment solutionner, comment régler le problème, comment régler les maux de dos, comment régler le mal de dos en règle générale, vous allez trouver tout un tas de, de remèdes miracles. Voilà, donc j'ai fait hier soir une petite recherche avant de fignoler ma présentation. Alors j'ai trouvé par exemple que le cataplasme de verveine, c'était excellent pour les rhumatismes inflammatoires. Dans le même ordre d'idée, il y a également l'huile de millepertuis, l'écorce de saule blanc, et je crois que ce que j'ai préféré, c'est le cataplasme de chou et le cataplasme de moutarde. Alors par contre, on ne dit pas si c'est de la moutarde à l'ancienne et s'il faut qu'elle soit absolument de Dijon, mais a priori, ça vous permet de ne plus avoir mal au dos. Bon, trêve de plaisanterie, pourquoi pas, hein, voilà, ça m'arrive même je conseille même certaines fois à des patients des cataplasmes, notamment des cataplasmes à l'argile, hein. Ça marche super bien sur certains cas. Mais voilà, à un moment donné, il faut être raisonnable. C'est un peu comme ces t-shirts que vous pouvez trouver qui vont vous permettre de maintenir votre posture. Euh, pff, à part vous faire un petit rappel physiologique, c'est-à-dire que en fait, si vous ne vous tenez pas droit, le t-shirt il est tellement serré que ça va vous faire mal, donc vous allez être obligé de vous mettre dans la bonne position, dans votre position physiologique. Mais à aucun moment, ce t-shirt il va vous permettre de régler vos problèmes de dos. Même chose, j'avais trouvé également qu'on pouvait faire des injections de sérum physiologique au niveau alors je ne sais plus si c'était au niveau des articulations ou au niveau des disques intervertébraux. Ah oui. Oubliez tout ça. Fuyez, fuyez, fuyez. La seule solution, c'est de bouger. C'est de vous activer, c'est de faire de l'activité physique, c'est d'avoir une hygiène de vie qui soit compatible avec euh, les dispositions de votre corps humain. Voilà. Alors, et quoi d'autre? En plus de tout ce que je vous ai raconté, qui était certainement très intéressant, mais qui va s'arrêter, il y a plein de choses que vous pouvez faire, hein. Il y a une application sur les téléphones iPhone et Android qui a été faite par l'assurance maladie, qui s'appelle ActiveDo. Donc ActiveDo, je vais vous l'écrire dans la conversation. Vous pourrez le retrouver sur les Play Store, que ce soit le Play Store de chez Apple ou de chez Android. C'est plutôt bien foutu. Il y a un petit questionnaire qui va vous permettre de vous positionner et qui va surtout permettre à l'application de vous proposer des petits exercices. Bon, elle a des petites lacunes, mais globalement, pour démarrer, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Je vous invite à vous rapprocher éventuellement de votre médecin pour ceux qui ont des problèmes de dos de style lombalgie chronique. Il peut vous, vous préconiser de ce qu'on appelle du sport sur ordonnance. Donc ça, c'est de l'activité physique adaptée. Vous avez des maisons sport santé qui existent un peu partout en France, qui mettent en place des cours euh, à destination des gens qui ont des affections de longue durée, qui ont des maladies de longue durée, type lombalgie chronique, type Parkinson, toutes ces choses-là. Et ça vous permet de faire de l'activité physique adaptée, donc adaptée à vos pathologies, à vos limitations et à vos capacités. Vous avez également, je suis sûr, à côté de chez vous, des
cours de gym santé préventive. Cherchez bien, je suis sûr que vous allez trouver. Il y a des kinés qui organisent ça dans leur cabinet, il y a des kinés qui organisent ça au sein d'associations, vous avez des coachs sportifs qui organisent ça également. Tournez-vous vers les clubs seniors, vers les associations sportives de vos communes. Je suis sûr que vous allez réussir à trouver ça. Et voilà, l'objectif de cette visio d'aujourd'hui, c'était de vous éviter d'arriver à ça. J'espère que voilà, ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que ça portera ses fruits. Et donc, merci beaucoup pour votre attention et je vous propose maintenant de passer aux questions si vous en avez. Merci beaucoup Frédéric. Alors on a une Merci à vous. question de Patrick qui nous parlait du temps passé en voiture et au lit, quelle Ouais. position adopter, quel mouvement faire. Et je viens Alors, de regarder là sur le Play Store justement l'application ActiveDo, il y a une vidéo justement sur comment sortir de la voiture ou rentrer dans la voiture pour pas se faire mal. comment sortir ou rentrer de la voiture pour pas se faire mal? Eh ben, c'est pas compliqué. Il faut éviter de faire une torsion. Donc pour éviter de faire une torsion, il faut que vous gardiez vos épaules et votre bassin alignés. Si vous gardez vos épaules et votre bassin alignés, vous ne faites pas de torsion, vous ne mettez pas votre dos en danger. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Patrick, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le bon geste et la bonne posture, je ne les connais pas parce que je ne vous connais pas. Le bon geste et la bonne posture, c'est celui que vous allez trouver pour pouvoir vous installer correctement. Il faut juste garder à l'esprit et alors, il y a quelque temps, on conseille toujours, je crois, de faire des pauses, c'est-à-dire sur l'autoroute, de ne pas rester plus de 2 heures sans s'arrêter. Ça va éviter la somnolence, d'une, très bien, mais ça va également éviter la sédentarité. C'est-à-dire que si vous restez trop longtemps dans la même position, vos muscles, ils vont tétaniser, ils vont être moins bien oxygénés et vous risquez de vous faire mal au dos. Merci beaucoup. Alors on va clôturer cette visioconférence. Après, j'ouvrirai vos micros et vous pourrez poser vos questions. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui nous permet de faire un retour à nos financeurs que sont la conférence des financeurs et la CNSA. Je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Sinon, vous pouvez cliquer sur la diapositive et sur le petit texte bleu et ça vous ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur. Je vous mets la petite diapo avec tous nos projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos replays, mais attention, vous ne les regardez pas trop longtemps. Vous les enchaînez pas tous toute la journée sur le canapé, comme disait Non, surtout Frédéric. pas. Vous en regardez une, puis vous allez vous promener, puis vous revenez, puis vous en faites une deuxième l'après-midi. 2 par jour, c'est très bien. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com et puis sur notre site internet movadom.com, vous pouvez télécharger le livre audio et les podcasts gratuitement sur le déménagement chez les seniors, tout un tas de conseils et d'astuces et de nombreux témoignages. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Et alors, notre prochaine visioconférence, c'est jeudi de la semaine prochaine. On parlera des risques et des enjeux pour les particuliers employeurs quand vous employez une personne à domicile. On se retrouve dans quelques instants. Merci à tous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup à tous.